Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Vous écoutez Radio Univers Gaïa, Isabelle avec vous, et nous accueillons aujourd'hui Christophe Alain dans les studios de la radio, mais surtout à distance. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te définis? Est-ce que tu te définis en tant que guérisseur, thérapeute? Et puis on va parler tranquillement de ton parcours. Alors explique-nous un petit peu. Alors non, guérisseur pas vraiment. Moi je suis plutôt, c'est plutôt un travail de développement personnel que je fais. Donc aider les gens à s'aligner sur leur vie en fait. La croissance personnelle en fait? Pardon? Une forme de croissance personnelle? C'est plutôt se réaligner sur leur vie, sur ce qu'ils sont venus faire en fait. D'accord. Parce que souvent on est très décalé entre le corps, l'esprit et l'âme, on est très décalé, donc on vit une vie qui est un peu à côté de ce qu'on voudrait. Par étapes aussi, par étapes. Ils sont venus faire. On a des étapes de construction. Oui, mais disons que là c'est plutôt, une fois que c'est tout tordu, c'est remettre tout à plat. Parce que les étapes vont vers l'enfance, mais on fait comme on peut, quoi, de toute façon. Disons que là c'est pour des gens qui sont adultes, et puis c'est pour les aider à refaire le lien avec ce qu'ils veulent vraiment, tout simplement. Voilà. Profondément. Alors ce qu'ils veulent vraiment, tu parles de l'âme. Pour moi, c'est un niveau structurel, tu sais. J'ai une perception du monde qui est un peu particulière aussi. Donc, Oui, j'avais eu l'opportunité de t'écouter sur Radio Ici Maintenant. C'est aussi pour ça que la radio t'a contacté, parce qu'on a aimé ton discours. Bon, dans l'approche, moi, j'ai pas tout compris dans le fonctionnement et dans ton fonctionnement, parce qu'on a tous des visions d'angles différentes. Mais justement, on va y revenir. Ça a l'air très riche, très intense. Tu es passé par différents types de formations, c'est ça, de méthodes? J'ai aucune formation au départ. En fait, j'ai fait un éveil de Kundalini radical à 23 ans, si tu veux. D'accord. Donc, je me suis Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Kundalini? Comment ça s'est passé, éveil Kundalini, dans ta vie? En fait, c'était une période de ma vie où moi, je m'intéressais pas à tout ça, si tu veux. Même si j'ai toujours eu des fonctionnements un peu bizarres, mais ça se passait plutôt bien. Je rationalisais bien. Et puis, il y a une période de ma vie où, en gros, j'étais à la fac, quoi. Il fallait finir les études. Bon, moi, ça me faisait un peu chier. J'avais pas trop envie de rentrer dans la société et dans la vie. Donc, c'est une période où je me suis mis à méditer. Puis, je me suis aperçu que, pour moi, méditer 4 heures d'affilée, c'était pas un souci. J'ai passé 6 mois à méditer 4 heures d'affilée, quoi, tous les jours. Et puis, après, ça fait ce que ça a fait, je savais pas que ça pouvait faire des choses comme ça, mais donc un éveil de Kundalini d'un coup, je sais pas comment décrire ça, c'est d'un coup, pour moi c'est comme si tu te branchais d'un coup à tout l'univers, puis c'est une montée d'énergie irrésistible, tu perçois ce que c'est le côté infini et irrésistible, tu es complètement emporté par donc par une énergie démesurée. cette montée est venue progressivement? Non, d'un coup. D'un seul coup. En pleine méditation, d'un coup, une lumière immense, quoi, comme si tu avais une conscience énorme au-dessus de toi. Et puis d'un coup, tu as de l'énergie qui monte de bas en haut, comme si tu étais branché sur une nucléaire, quoi. D'accord. Tu es emporté par une énergie complètement irrésistible. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie matérielle, ça, justement? C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas forcément perception énergétique, et juste après, j'avais tous les sens. Plus je débordais du corps, j'étais un peu toute la pièce, au lieu d'être juste le personnage. Donc, tu sentais ce qui se passait tout autour de toi, en fait, énergétiquement. Pour moi, j'étais plus qu'un gros tas d'énergie sans forme, qui était en train de regarder un personnage. Et ça n'a pas été temporaire, ça a été définitif. Je suis toujours dans cet état. Donc en fait, pour moi, le monde, c'est un gros tas d'énergie, si tu veux. Et je suis en train de regarder une pièce de théâtre qui ressemble plus à un espèce de rêve qui fait semblant d'être réel. Et puis voilà, quoi. Et bon, après, c'est vrai que comme ça a nettoyé beaucoup de choses. Je suis passé d'un monde matériel qui était très moche et gris à un monde très lumineux, très... c'est quelque chose d'énorme, Comment tu utilises justement cette capacité extrasensorielle dans ton quotidien, ce contact avec l'esprit, en fait? C'est comme ça, comment tu le nommes?
En fait, pour moi, le monde, je le perçois sur 3 niveaux, si tu veux. Eh oui. Je le perçois je perçois un tas infini d'énergie, mais je suis cette énergie, si tu veux. Donc Eh c'est oui. compliqué parce que quand je suis face à quelqu'un, je suis moi la personne et ce qui est entre nous deux. Eh oui. Tu vois? Heureusement, l'avantage, c'est que j'ai quand même un mental qui est assez puissant, justement, qui fait bien la part des choses, qui fait bien le tri entre mon personnage et celui de l'autre. Sinon, ce serait le bordel, quoi. Eh oui. Donc ça permet de bien poser les choses. Je suis moi, je suis pas l'autre. Par contre, à un niveau plus haut, je perçois parfaitement physiquement, hein, je le sens autant, voire plus que le corps physique, tout cet océan d'énergie avec tous ces échanges au milieu. Et je perçois aussi le vide qui sous-tend toute cette énergie, si tu veux. D'accord. Et je me perçois comme étant tout ça en même temps. Voilà. Donc ça, c'est ma perception normale du monde. Donc quand je croise quelqu'un, quelles sont les je facultés, vais quelles sont les facultés que tu as eues à partir du moment où tu as cet éveil de Kundalini, au-delà de tes ressentis, quelles capacités tu as pu mettre en œuvre en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit souci, c'est que je me suis aperçu que tout m'obéissait. Ça, c'était le premier problème. Tu vois, j'ai fonctionné vraiment en sens inverse de la plupart des gens. C'est d'un coup, je suis passé à toutes les perceptions énergétiques par tous les sens, hein. J'avais même le goût et l'odorat à ce moment-là, que j'ai beaucoup moins maintenant. Et puis en plus, je m'apercevais, si tu veux, j'avais une demi-intention sur quelque chose, toute l'énergie de la pièce y allait, quoi. Donc ça Donc, manifestait directement dans la matière en fait. De quoi, pardon? Ça se manifestait beaucoup plus vite dans la matière? Je sais pas dans quel niveau je traînais à ce moment-là, tu sais, au départ, parce que tu es sur plein de niveaux en même temps, donc tu sais pas trop où ça se passe, comment ça fonctionne, mais tu perçois tout en même temps. Tu as les gens qui sont là, tu perçois tout ce qu'ils échangent entre eux, en pensée, en énergie, en émotion. C'est marrant, quoi. Tu nages dans un océan, dans un gros bordel, quoi. Et donc, au départ, je pouvais pas faire le tri, hein, c'était quelque chose. Et en plus, dès que j'avais une demi-pensée, tout mon corps énergétique se mettait en vrac et faisait ce que je. Tu vois, donc je pouvais plus penser, en fait. J'étais obligé d'arrêter, de me centrer, de plus rien penser, parce que sinon, je me foutais en vrac en 3 secondes, quoi. Tu te déséquilibrais. Et comment t'arrivais justement? Quand tout obéit, c'est le bordel, hein, ça marche pas. Tu sais, l'humain n'est pas fait pour. Il n'est pas omnipotent, hein, il peut pas gérer quelque chose qui est infini. Donc c'est le bordel quand la part humaine se met à intervertir, à mélanger, tu vois, ces niveaux, avec ces niveaux-là, quoi. Donc j'ai dû apprendre justement à me centrer puis à plus rien faire. À plus rien faire, à agir dans le non-agir. Arrêter de penser, puis à lâcher prise. Donc j'ai fait que ça pendant 15 ans. Agir dans le non-agir, c'est ça? À suivre le mouvement, si tu veux. L'univers, il va déjà dans un sens, tu vois. Et à un moment, accepter de suivre le mouvement. Et pendant 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie concrète alors sur Terre? Sur Terre, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que ça a changé, c'est que je me suis mis à écrire, faire que travailler là-dessus, si tu veux, sur ces perceptions, parce que ça m'a ouvert en fait d'énormes possibilités. D'accord. Je suis passé de quelque chose de fermé. Moi, chaque fois que j'ai eu des choses... Mais pour expliquer aux gens, finalement, parce que pour eux, bon, ils peuvent comprendre cet état énergétique, est-ce que tu as pu percevoir, mais pour les gens dans ta vie matérielle, l'homme que tu es, dans tes besoins primaires, comment tu as géré ça, ta vie sociale, ton travail, comment ça s'est passé? J'étais étudiant, tu vois, je bossais, j'étais à la fac. Donc l'avantage, c'est que en gros, j'allais 15 jours par an pour passer les examens à la fac, et puis voilà, donc j'avais beaucoup de temps devant moi. Donc en plus, j'ai un copain qui a des perceptions énergétiques. À ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble l'un sur l'autre, si tu veux. Parce que je me suis aperçu que j'avais des informations sur les gens, mais que je voyais surtout, le problème, mon petit souci, c'est que je vois ce qui dissonne dans le monde, si tu veux. Alors je sais pas comment décrire ça, c'est quand quelqu'un parle ou agit ou fait quelque chose, pour moi c'est un son. C'est même pas un son sonore, c'est juste ou pas avec sa structure. Donc comme je percevais ce qui était dissonant, j'étais un peu en enfer, quoi. Pour moi tout était dissonant dans le monde où on est. Tu le voyais de manière extrêmement subtile en fait. Pour moi, je sais pas comment te dire, la moindre chose que tu fasses, elle est juste pas avec ta structure. Avec ton cœur? Non, c'est avec ton monde. Tu vis dans ton monde en fait. Chacun dans sa propre illusion. Il n'y a pas un monde commun en fait. D'accord. Ce qui sous-tend la réalité, c'est vacuité, c'est rien, c'est vide. D'accord. Par contre, même l'énergétique, chacun l'a créé pour lui.
C'est une construction pour chacun, si tu veux. Tout le monde est dans son film. D'accord. Après, on essaie d'interagir entre films, mais c'est Donc souvent... pour toi, on n'est pas régi par une source qui nous emmène dans un état de conscience d'amour pour progresser. T'es pas du tout là-dedans, en fait. C'est différent de ça. Tu vois, tu parles d'amour, mais pour moi, ce que ça renvoie derrière, c'est pas ce que moi j'appelle l'amour. D'accord. Pour moi, c'est la vacuité, l'amour. C'est quelque chose qui baigne la totalité. Mais quand les gens disent amour, ils parlent d'émotion. Ah, pas Alors, du c'est tout. quelque chose de bien plus puissant que ça. Ah oui, d'accord. Okay. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui sous-tend la création, mais c'est vacuité aussi. Tu vois, c'est cette notion. Mais l'amour, c'est pas oui, c'est une interprétation de dire que l'amour, c'est les émotions. L'amour, c'est une énergie de création. Ouais, mais là, tu es dans une énergie, tu n'es pas dans ce qui sous-tend la réalité. Tu vois, c'est vacuité qui sous-tend la réalité. D'accord. À un moment, tu te perçois, tu vois, pour moi, l'expérience est concrète. Hein. À un moment, je me percevais comme le corps physique. D'un coup, avec l'éveil de Kundalini, je me perçois comme un tas d'énergie sans forme. D'accord. Et bien, même là, je percevais que je foutais le bordel en m'attachant à l'énergie. Parce que mon identité, c'était attaché à l'énergie. D'accord. Et un jour, j'ai senti, bon, aussi j'avais l'information, hein, puisque tu accèdes à plein d'informations avec ces perceptions, qu'il fallait que je lâche aussi l'énergie. Et à un moment, donc il s'agit de sauter dans le vide, si tu veux. Et là, tu essaies de sauter dans le vide, alors c'est terrifiant comme expérience. Hein. Donc tu lâches l'identification à l'énergie pour sauter dans le vide qui est entre les molécules, entre l'énergie. Et en sautant, tu t'aperçois que tu es ce vide et donc tu peux pas tomber. Et du coup, l'expérience finit comme ça pour moi. C'est là qu'on trouve la vacuité. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Et tu vois que tu es le vide qui contient toute l'énergie. Donc du coup, tu peux pas tomber dedans. Tu vois? Mais c'est quelque chose d'autre. Et ce vide-là, c'est pas du néant, c'est quelque chose d'autre. C'est ce que tu appelles vacuité. Tu as écrit un livre, d'ailleurs, à ce sujet. Que j'essaie de faire passer l'information, mais c'est totalement impossible. Donc c'est juste pour le fun, hein, parce que si c'est pas vécu, c'est trop compliqué. Déjà pour les gens énergétiques. Et tu penses que par ton contact en conscience cellulaire, tu peux transmettre ça physiquement ou pas? Je pense pas. Je pense que les gens... c'est leur propre expérience. C'est un chemin. Chacun doit vivre son chemin, si tu veux. Et qu'est-ce qui peut faire qu'on peut arriver à ce genre d'expérience, hormis de vouloir vraiment sauter dans le vide? Eh ben, vivre sa vie. Parce qu'en fait, quand tu regardes à la fin, quand tu as tout essayé, tout vu plein de trucs, traficoté avec plein de techniques, discuté avec tous les esprits possibles, imaginables, et ben, tu t'aperçois que les gens, en fait, leur chemin le plus rapide vers leur réalisation, c'est leur vie. Oui. Mais il faut qu'ils acceptent de vivre vraiment leur vie, pas qu'ils soient à côté. C'est pour ça que ce que je fais quand je travaille sur les gens, je les aide à raligner sur ce qu'ils sont venus incarner. Parce que ça, quand ils l'ont trouvé, ils vont le plus vite possible vers leur réalisation. Ben, en sachant qu'en même temps, pour moi, la réalisation spirituelle, c'est pas quelque chose qui se gagne. C'est un âge, si tu veux. C'est comme un gamin de 5 ans qui croirait qu'en mangeant de la soupe, il va avoir 10 ans plus vite. Ça sert à rien de se goinfrer de trucs spirituels ou machin pour... C'est pas ça qui va faire que la personne, à un moment, rentre dans ce fonctionnement. C'est qu'en fait, c'est un âge, quoi. Donc chacun y arrive à un moment ou un autre, et chacun le fait par un chemin différent. C'est une forme de fusion, non? C'est une sorte d'éveil, c'est un moment accepté. C'est pas le même jeu, si tu veux, que d'être endormi dans l'expérience. D'accord. Et en même temps, il faut bien comprendre que cet état est une extrême souffrance tant qu'on n'a pas fait une énorme avancée, hein, parce que c'est très désagréable d'être le cul entre deux chaises. Hein, les gens, ils vivent leur vie en y croyant vraiment. Quand toi, tu t'aperçois que tu es sur une scène de théâtre et que le décor est en carton-pâte... Et à quel moment tu sais que tu es vraiment dans ta vie, alors par rapport au commun des mortels qui sont plutôt épanouis, heureux, en bonne santé, qui se lèvent le matin pour faire un travail qu'ils aiment bien, qui ont une bonne relation avec leur famille? Moi, j'en ai rarement vu des gens comme ça, déjà. Je vois plein de gens qui croient qu'ils sont comme ça, mais qui ne le sont pas. D'accord. Ça, c'est mon drame. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vois si les gens sont alignés ou pas sur leur vie, je crois que j'ai croisé une fois une personne qui était à peu près juste dans son système. D'accord. C'est rare, les gens sont souvent complètement à côté de ce qu'ils veulent, en fait, vraiment. Et toi, tu as des informations par rapport à ça, ou comment ça se passe? Le silence me donne l'information, après je le formule. D'accord. Tu te branches sur quelqu'un, ça, c'est à des perceptions, m'a dit Maxime. Après, je sais pas, chacun fonctionne à sa manière, mais tu as quelqu'un qui est là, moi, c'est vrai que de toute façon, du moment qu'il est là, ou même quelqu'un j'ai pas vraiment besoin de support matériel, si tu veux. Même une phrase suffit pour m'envoyer sur autre chose, quoi. D'accord, oui. Pour moi, tout est l'ouverture sur autre chose, donc...
Voilà. Bah, après, c'est plus une perception de savoir si la personne est dans sa vie ou pas, si elle est bien alignée sur sa structure. Comment elle le sait, elle? Eh ben, si elle est alignée Parce que de dessus, le savoir de quelqu'un d'autre, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de le savoir soi-même, qu'on est bien ou pas. Parce que là, tu expliques qu'il y a beaucoup de gens qui croient, mais finalement, ils sont pas dans leur vraie vie. non, il n'y en Parce a pas que tant que ça qui croient, mais bon. Ouais. Bon, ceci dit, c'est peut-être la déformation c'est professionnelle. des états émotionnels, c'est des complications dans la matière. Comment tu définis qu'une personne n'est pas dans son axe? Eh ben, pour moi, c'est dans mes perceptions. L'univers, c'est une grande symphonie. La note est juste ou elle est fausse, hein, c'est tout. D'accord. Donc, je peux difficilement te le décrire mieux que ça. D'accord. Et c'est vrai que les notes, il n'y a que des notes fausses dans notre monde parce qu'on est très décalé. On est dans un monde où les gens ont peur d'être eux-mêmes et en fait, tout le monde est construit sur une copie des ancêtres, sur un culte aux ancêtres, à essayer de ressembler aux parents, aux grands-parents, à tout ce qu'on nous a légué et personne n'est construit sur lui. Donc, Et les enfants, justement, qui viennent combattre ça, qui sont pas en accord avec la lignée, qui veulent faire, qu'ils ont envie très tôt, tu penses quoi de ces enfants-là? Le petit problème, c'est que tu valides un système ou que tu te battes contre, tu es dans la même logique. C'est ça. Il n'y a pas de clarté, si tu veux. Que tu polarises en plus ou en moins, tu es toujours en train de coaguler quelque chose. Or, ce que moi je cherche aussi quand je travaille sur les gens, j'essaie de leur mettre de la clarté là-dessus. Leur enlever leur schéma automatique, si tu veux, pour qu'ils puissent poser des choix en conscience, au lieu de vivre des non-choix. Les gens vivent des non-choix tout le Et temps. qu'est-ce que c'est un choix en conscience? Qu'est-ce qui se passe? Tu choisis quelque chose et ça se réalise. D'accord. C'est le libre arbitre appliqué C'est en la conscience. synchronicité? Tu peux le voir comme ça, mais D'accord. c'est quelque chose comme ça, effectivement. Parce que c'est vrai que quand tu fais un choix, du coup, tu sais plus trop qui a choisi dans ton système. Les choses s'harmonisent tout de suite dans la matière? Pas forcément, ou je sais pas comment te décrire ça. Pour moi, c'est clairement, je l'ai posé à un moment, par exemple, j'ai posé un choix de vie, et après, je l'ai laissé se réaliser. D'accord. C'est plutôt, toi, tu poses un choix en conscience en tant qu'humain, mais tu poses vraiment le côté humain de base. D'accord. Nous autres humains, notre rôle, c'est de faire des choix et de les vivre. Le divin fait tout le reste. Donc à un moment, tu réussis à poser un vrai choix, pas un non-choix, pas un choix automatique. Ça, c'est pas évident, hein, parce que les gens qui vont faire des choix, ils en font pas. Mais si un jour, tu as un moment de clarté et tu poses un choix, et ensuite tu écoutes ton ressenti, et lui, il va te créer le chemin pour réaliser ton choix. Tu vois? Oui. C'est comme ça, en fait. C'est ensuite, tout l'univers te guide pour le réaliser. Parce que le choix est à l'humain, le moyen au divin. Oui. L'univers, lui, va le réaliser, mais il va t'obliger à le vivre aussi. Beaucoup de gens croient que c'est une voie d'inertie, alors que c'est pas une voie d'inertie, hein. En fait, c'est quelque chose, suivre le mouvement de l'univers, des fois c'est très actif. Donc c'est l'âme qui est enfermée dans des systèmes d'expérience parce qu'elle n'a pas compris l'ouverture avec ce que tu appelles la vacuité, en fait, que d'autres Oui, appellent c'est ça, c'est l'esprit. que le niveau de l'âme, c'est qu'une construction Le intermédiaire. dharma pour le langage des bouddhistes. On peut le voir comme ça, parce que c'est vrai que moi c'est une expérience concrète qui est constante, même là, en te parlant, donc j'essaie à la rigueur de la ressortir un peu, mais l'âme, c'est une construction intermédiaire, si tu veux. Pour beaucoup de gens, c'est déjà un niveau insupportable. C'est pas un véhicule? Pour moi, c'est quelque chose qui mémorise des expériences. D'accord. Et d'ailleurs, en même temps, il n'y en a qu'une en plus, hein. Il D'âme? n'y en a pas 20 des âmes, il n'y en a Ah, qu'une, bien elle est sûr. coupée en morceaux. Oui. Si tu veux, je te le dis autrement, si tu as un endroit dans l'univers où on mémorise toutes les expériences, appelons ça les annales akashiques, hein, puisque les voix ésotériques appellent ça comme ça, une âme, c'est une étagère des annales akashiques. Tu vois, c'est juste une étagère qui contient des vies. Qui quoi. est après démultipliée. Ouais, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un qui fait toutes les expériences. Exactement, et oui. Hein, mais ce un-là n'a rien à voir avec le moi humain ou l'identité. Et en fait, ce qui est compliqué à intégrer, et ce qui pour moi est important à intégrer, c'est l'alignement entre tous ces niveaux. C'est bien mettre d'un côté ton ego, ton identité, puis ensuite les niveaux plus au-dessus qui sont complètement impersonnels, qui rentrent dans les expériences des autres, puis celui qui a l'unité, tu vois, et avoir tous ces niveaux qui communiquent de bas en haut et de haut en bas. Alors, là, dans ces niveaux, éveil. justement, Christophe, je voulais avoir ton avis parce qu'il y a beaucoup de divergences. Donc, est-ce que dans ces âmes-là, finalement, il y en a qui sont désincarnées, qui ne sont pas incarnées dans la Terre, et est-ce que cela communique avec nous? Il y a une infinité d'esprits partout. Hein. Voilà. En fait, l'univers est conscient de lui-même. Chaque énergie est intelligente et consciente d'elle-même et vit dans une perception d'elle-même. Un humain, pour moi, pendant longtemps, c'est un gros... Tu vois, j'ai eu du mal à... Après cette expérience, hein, j'ai eu du mal à revenir, à dire, un humain,
croit exister, il existe. Pour moi, les gens, c'est juste des tas d'énergie qui croient exister. S'ils n'avaient pas 7 chakras pour donner un semblant d'identité, en fait, c'est juste un gros tas d'énergie dans l'océan que tu croises, hein, et qui croit exister par lui-même, alors qu'il n'existe absolument pas par lui-même. Donc un humain, c'est que ça. Et dis-toi que n'importe quelle énergie, non seulement a une propre conscience, une propre intelligence, mais se perçoit aussi à sa manière. Et justement, une énergie incarnée et réalisée comme tu en parles, en vibration, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as déjà calculé ça? Est-ce que ça se calcule finalement, un être réalisé? Quand il rentre dans une pièce, est-ce qu'on voit la lumière? Est-ce qu'on sent quelque chose énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça dépend ce que la personne veut transmettre, parce que tu peux pas, si tu veux, on est dans un monde où tu peux pas dépasser un certain niveau vibratoire. Les humains, nous, on va pas très loin dans le négatif ou dans le positif, hein. Tu sais, moi, à un moment, justement, après cette expérience-là, quand j'étais jeune, je contrôlais pas trop. J'avais une demi-pensée de colère et je me trouvais connecté à des niveaux où les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est les barbes à papa, quoi. Et dès que j'avais une demi-pensée positive, j'étais tellement haut que je cramais. Donc, le corps humain, le problème, c'est qu'il ne suit pas, lui. Tu vois, l'esprit et le corps humain ne peuvent pas suivre. Donc, nous, on est fait pour fonctionner sur un niveau vibratoire qui est très limité. Je veux dire, tu te fous à poil dans l'Antarctique ou tu sautes dans un volcan, t'es mort dans les deux cas. Donc, on est obligé de rester sur notre plage vibratoire. C'est très difficile d'en sortir. Après, il y a des gens qui ont des plages vibratoires hautes, d'autres basses. Puis il y en a, ça peut être suivant leur humeur, que d'un coup ils sont bas, d'un coup ils sont hauts, hein. C'est pas quelque chose de... Tu vois, on aime bien faire des niveaux parce que... Mais c'est le mental qui a besoin de comprendre, Christophe. Hein? C'est le mental qui a besoin de comprendre. Oui, mais ça c'est normal, parce que nous on fonctionne en logique de ventre, en logique de hiérarchie. Oui. Qui mange qui? Donc on veut savoir si quelqu'un est meilleur que nous. C'est le mental, il va évaluer son environnement, et c'est de la pure survie, hein, et il va évaluer quelqu'un en disant est-ce que lui est meilleur que moi? Est-ce qu'il est plus dangereux que moi ou pas? Est-ce que, tu vois? Et c'est là que ça va poser la logique de est-ce qu'il a un niveau vibratoire plus haut ou plus bas? Qui est purement une logique en fait d'évaluation, hein, et d'ego. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est suivant l'humeur, c'est suivant les moments. En fait, quand tu regardes comment fonctionnent les gens, ça dépend complètement de leurs croyances profondes. D'accord. Tu vois, s'ils croient que l'argent c'est positif, eh ben, ils prennent un billet, leur niveau vibratoire il monte. S'ils croient que l'argent c'est négatif, ils prennent un billet, leur niveau vibratoire il baisse. C'est aussi simple que ça. C'est leurs croyances profondes qui gèrent qu'est-ce qu'ils croient qui leur fait du bien, qu'est-ce qu'ils croient qui leur fait du mal. Tu vois? Mais c'est pas des croyances superficielles. Donc on peut tout changer finalement dans notre vie. On peut tout changer. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur les structures pour aider les gens vraiment à mettre au clair le bordel et comment ils choisissent en conscience ce qu'ils veulent vivre. Ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent le partage, la nature, l'argent aussi. Tout le monde, en fait, si tu veux, cherche à être heureux et à réaliser son expérience. D'accord? Il faut bien voir ça, hein, c'est au fond... Mais en fait, ça peut être très compliqué suivant comment on est structuré. Quand tu es bébé, en fait, tu structures la survie. Et si tu es dans le ventre d'une mère dépressive, pour toi, être dans une logique de dépression, ça va être bien. Ton système de survie va valider que tu es bien quand tu es dans de l'émotionnel pourri. Donc toute ta vie, tu vas chercher de l'émotionnel pourri. Tu comprends? Oui, je bien sûr. C'est pas une question de bien ou de mal, hein, c'est une question de là où tu changes ta sécurité. Là où tu es engendré. Et là où tu es arrivé, la mémoire c'est ta cellulaire. première référence. Et donc, en fait, le côté... Tu peux te rendre compte que c'est pas le chemin et le transcender. On est bien d'accord. Bien sûr. Voilà, c'est le but. Tu peux parfaitement à un moment de changer, mais ça nécessite beaucoup de mise en question et de travail sur soi. C'est pas une voie facile, c'est ça que je veux dire. Même un éveil de Kundalini, moi, ce que ça m'a donné, c'est perception subtile, mais ça a rajouté plus de bordel. Il y a des gens qui naissent avec la Kundalini déjà ouverte. Bien sûr. Généralement, ils sont à l'asile psychiatrique. Là, c'est ça. C'est très rare que les personnes... J'en connais un qui a des perceptions aussi puissantes que les miennes, qui n'est pas à l'asile psychiatrique. Mais bon, quand tu vois ça... Moi, je le regarde, je rigole, mais c'est vrai que c'est qu'un miroir avec moi. Hein. Je le regarde en rigolant, je dis... il y a une identité. Il n'y a personne, quoi. Tu vois, donc forcément, l'expérience personnelle, elle n'est pas compliquée quand déjà, tu n'as pas d'identité. Tu vois? Donc c'est rare, en fait, quand tu es déstructuré à ce point-là, de réussir à peu près à avoir les pieds sur terre. Voilà. C'est très, très difficile. Ça veut dire quoi pour toi, avoir les pieds sur terre? Ça veut dire ne pas mélanger les expériences. D'accord. Parce que le problème, il est là, c'est que quand tu es dans cette logique où tu croises quelqu'un, tu deviens l'autre. Tu croises un esprit, tu deviens l'esprit. Hein. C'est compliqué quand tu es face à une énergie type extraterrestre qui ne fonctionne pas comme un humain. Puis à un moment, toi, tu es dessus, puis tu fonctionnes comme elle. Donc tu comprends. À un moment, si tu te laisses emporter dans tout ça, tu sais plus qui tu es, ce que tu fous là. Hein. Tu fais une décompensation psychiatrique. Hein.
C'est ce que font les gens dans les asiles, hein. Ils ont le mental qui n'arrive plus à rationaliser et finalement ils savent plus qui ils sont, dans quel espace-temps ils se trouvent. Tu vois? Donc c'est la difficulté quand tu perçois assez haut. Pour moi, par exemple, tous les espaces-temps sont au même endroit. Donc c'est super pratique quand tu travailles sur quelqu'un. Maintenant, si j'ai pas un truc qui fait le tri entre ce que je suis censé vivre en temps linéaire et tu vois, c'est un vrai bordel, quoi. Je vois pas tout, j'écoute. Y a beaucoup de choses que je comprends et d'autres qui me paraissent plus difficiles à comprendre. Disons que, si tu veux, je fonctionne de haut en bas. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment une vision. L'humain, pour moi, c'est difficile d'accès. Tu vois, je travaille que l'humain. C'est le plus dur pour moi. Se limiter à une seule expérience, c'est difficile. Parce que moi, je me sens là et en train de faire plein de choses ailleurs et ça me pose aucun souci. Ce qu'on appelle la multidimensionnalité. Moi, le haut est facile. Le ciel est facile, si tu veux. La terre est plus difficile. Je fonctionne à l'envers, tout simplement parce qu'il y a un côté autiste au départ. Hein. Les autistes, pour moi, il y en a un fonctionnement de haut en bas, pas de bas en haut. Et donc, c'est c'est pas normal. On n'est pas censé fonctionner comme ça. Tu sais, moi, à 5 ans, je regardais mes grands-parents et je me disais, mais c'est ces gosses. Hein. J'ai pas compris. Moi, quand j'avais 5 ans déjà, oui. Tu sais, en fait, je suis resté aussi accroché au monde spirituel. Hein, quand je me suis pas complètement incarné, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a eu tout ça derrière. Et quand j'avais 5 ans, je croisais mes grands-parents, j'avais l'impression de voir des gamins. Parce que moi, j'étais relié à quelque chose d'intemporel. Et eux, forcément, ils étaient sur leur âge, quoi. Et moi, à 5 ans, je disais, mais ils ont tous, c'est tous des gamins dans ce monde, quoi. Mais, tu vois, mais c'est un décalage de temps, c'est vachement compliqué. Après, faut que tu aies un mental très puissant pour faire le tri et te ramener à l'ici et maintenant, tu vois. Voilà. Oui, je comprends très bien cette partie-là. Tu as posé la question, hein, tu voulais... Parce que si j'explique pas ça au départ, c'est peut-être compliqué de comprendre comment je travaille sur quelqu'un. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus clair. Le troisième œil, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au troisième œil, Christophe? Pour moi, c'est ce qui permet d'avoir les perceptions énergétiques. Mais c'est vrai que il y a aussi donc, tout le coronal qui est au-dessus, qui va, avec le temps, qui va se mettre à fusionner avec le troisième œil, en fait. Donc pour moi, il y a 5, 6, 7 qui se mettent à fonctionner à un moment donné de manière synchronisée. Et là, du coup, tu as une vision de haut en bas. Comme un casque. Comme un casque. Hein. Ouais, le coronal, pour moi, c'est comme si tu étais relié, enfin, il y a plein de connexions partout, comme un énorme casque relié à plein de choses. Mais il y a plein de choses à visiter en haut, hein, dans le 7e. Lui, il permet de commencer à percevoir à l'infini et ensuite de percevoir dans du sans forme. C'est-à-dire sortir de la perception énergétique pour percevoir sans forme. Il permet de projeter aussi? Pas forcément, ça dépend comment tu fonctionnes, toi. D'accord. Pour moi, tous les espaces-temps sont au même endroit. Tout vient à moi, si tu veux. Tout est là. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Non, mais... Les gens qui fonctionnent en se connectant. D'accord. Si toi, tu te branches ou tu veux projeter quelque chose à l'extérieur, effectivement, tu vas être dans cette logique... Là, tu vas être lié à plein de choses, hein, par le coronal. Voilà. Mais donc, en fait, le troisième œil, à un moment donné, t'oblige à... Si tu suis ton chemin, hein, si tu te laisses pas emporter dans plein d'illusions, parce qu'il faut bien... Il y a plein de choses qui peuvent te faire triper là-dedans. Et puis, si tu t'enfermes et que tu n'avances plus... Tu sais, c'est un peu Alice au pays des merveilles, hein, le troisième œil. Hein. Exact. Et il faut toujours suivre le lapin, quoi. Tu peux prendre le thé avec le chapelier fou, hein, mais à un moment... faut accepter que quand le lapin y passe, il faut le suivre. Sinon, tu restes bloqué un moment dans une illusion de plus haut niveau, mais qui est une illusion aussi. Qui n'est pas un état d'être intérieur, en fait. Tant que tu n'as pas trouvé la vacuité, et le mot est piégeant. Hein. Enfin, les gens ne comprennent pas que c'est quelque chose qui doit être vécu parce que ça ne peut pas être exprimé. C'est ça le problème. On essaie de trouver des mots, mais au final, il y a un état très précis. Quand il est trouvé, voilà. Mais c'est un état qui est proche de la notion de vide. Il n'y a plus d'expérience dans cet état. Alors, qu'est-ce que tu proposes justement? Quel type de technique ou de rencontre tu proposes? Alors, moi, ce que je propose aux gens, en fait, quand je travaille sur eux, donc soit d'abord, il y a le côté où je les aide, en fait, à... je regarde ce que leur structure me dit qu'il faut faire sur eux. Hein, tu vois, c'est ça. En rendez-vous individuel? Alors, rendez-vous individuel, j'en fais pas trop parce que je suis obligé d'exister face à l'autre. C'est vachement dur pour moi. Donc j'explique, enfin les groupes, pour moi c'est facile parce que t'es juste l'énergie du groupe. C'est vachement plus simple dans mon fonctionnement. Donc j'en fais un petit peu, mais j'en fais pas beaucoup parce que ça m'épuise au niveau humain en fait, si tu veux. Voilà, parce que je suis obligé d'exister et comme j'ai pas trop d'identité, je suis obligé d'arrêter de copier les autres et de créer mon système. Et ça c'est très complexe pour moi.
Donc en fait, je regarde ce que la structure de l'autre me dit qu'il faut faire pour elle. Ensuite, je me branche dessus, puis je vois la personne en train de faire ce qu'il faut faire et je lui fais faire, c'est tout. C'est vachement pratique en fait, le troisième œil. Hein. Tu te branches sur l'autre et tu le vois en train de faire l'exercice. Du coup, tu lui proposes tout le temps des exercices sur mesure où tu lui donnes les phrases qu'il lui faut sur mesure. Voilà, donc je travaille comme ça. Et quand je donne. Après que j'ai des gens qui ont des perceptions, qui ont envie des fois soit de les limiter parce qu'ils en ont trop, soit de structurer. Donc on voit. Là, c'est plus pour moi faire un travail de symbiose avec l'environnement qui va être intéressant. Donc travailler en forêt parce que tu as tout ce qui est minéral, végétal et animal qui te renvoie sur premier, deuxième et troisième chakra. Hein. Oui, d'ailleurs, hyper important, ces 3 premiers chakras, n'est-ce pas? Bah, s'il n'y en a pas, le problème, c'est que tu es à l'asile psychiatrique, quoi. Oui, c'est ça. Le premier gère la survie, hein, donc déjà, s'il n'y est pas, t'es mort. Le deuxième, il gère la notion d'identité, et puis tout ça, c'est absolument primordial. Et le troisième, ça va être ta place par rapport à la société. Ça va être aussi le côté Le animal. deuxième, c'est l'estime, c'est aussi la vision qu'on a de soi-même dans ce monde. Le deuxième, tu commences à exister face à quelqu'un qui a une identité. Le premier, si tu veux, tu es seul au monde. Les enfants, ils sont seuls dans leur système, tu sais. Ils se perçoivent toujours par rapport à eux-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'ils sont très égocentriques. Ils sont dans la survie, le premier chakra. Les adolescents commencent à se confronter aux autres et commencent à exister face à quelqu'un. C'est pour ça que la sexualité apparaît dans le deuxième chakra. Hein. La sexualité en termes de partage avec quelqu'un. Hein, sinon, les enfants, ils sont sur une sexualité qui est avec eux-mêmes, premier chakra. Donc là, effectivement, tu vas te confronter au monde extérieur, exister en tant qu'individu face à quelqu'un d'autre ou à un environnement. Après le troisième chakra, tu vas avoir une place dans une société. Là, c'est l'adulte qui est censé avoir trouvé sa place dans la société. Voilà. Et tu vas être aussi sur les archétypes comportementaux, les animaux. Puisque les animaux, en fait, fonctionnent... un chat, c'est un chat, quoi. Il ne se mettra pas à fonctionner comme un zèbre. Bon, voilà, il va pas se mettre à ruminer, quoi. Nous, on peut tout faire. On a tous les animaux en nous. On a tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux. Donc nous, on peut avoir tous les comportements. Et des fois, c'est intéressant, quand on a un archétype comportemental qui ne fonctionne pas, d'aller travailler dessus. Voilà. Intéressant. Voilà, donc en fait, pour moi, juste les gens, il suffit de leur enlever des armures à l'environnement, hein, remettre de la communication avec l'environnement. C'est rien de plus, hein, parce qu'on est tous naturellement guérisseurs les uns pour les autres, du moment qu'on n'a pas peur des autres, qu'on n'a pas des armures de défense contre eux. Et quand les gens ont peur d'eux-mêmes, parce qu'au départ, toi, tu as fait un travail pour pas avoir peur de ces perceptions oui, moi, ça fait 15 ans que j'arrête pas, donc forcément... Mais justement, les gens, tu peux toujours travailler sur eux pour les aider à avoir moins peur de l'environnement, puis moins peur des autres humains. Il y a aussi un travail de groupe, voilà, où les gens, en fait, je les fais se brancher sur une énergie qui est un peu d'avant-garde, mais qui permet d'être un individu dans un groupe, quoi. Parce que jusqu'à présent, si tu veux, dans notre société, on peut être soit des individus qui nient le groupe, soit un groupe qui nie l'individu. Hein. Et personne n'arrive à être un individu dans un groupe parce que l'énergie, elle commence à peine à être disponible dans ce cycle, en fait. Elle n'était pas disponible dans le cycle d'avant, donc de toute façon, les gens ne pouvaient pas l'utiliser. Il n'y avait pas d'autre solution que communisme ou capitalisme ou choses comme ça, tu vois. Là, on va pouvoir rentrer dans autre chose, mais c'est vrai que socialement, c'est encore un peu compliqué. En stage, c'est possible d'aller le brancher, c'est intéressant. Mais voilà. Tu as des groupes généralement, comment ça se passe? Les groupes, c'est des petits groupes? À l'origine, je faisais des stages en fait avec un peu qui voulaient venir, quoi. Mais je me suis retrouvé très vite avec des groupes de 40 personnes, donc j'ai dit ça faisait un peu trop, parce qu'en fait, moi ça me dérange pas au niveau énergétique. Plus il y a de monde, en fait, plus c'est intéressant, parce que chacun a une structure différente et chacun est une porte d'entrée sur quelque chose, tu vois. Donc en fait, quand il y en a un qui a un problème, des fois tu peux pas travailler sur lui parce que de par sa structure c'est trop compliqué. Donc tu travailles sur un autre membre du groupe et hop, l'effet miroir fait que tout le groupe fait la mise à jour. Bien sûr. Donc ça fait vachement de portes d'entrée, c'est vachement pratique. Par contre, il y a vachement moins de temps pour répondre aux questions des gens. C'est ça. Tu fais plus qu'un travail, limite, tu fais comme les hindous, tu t'assois en silence, quoi. Mais bon, il n'y a plus de communication humaine et c'est un problème pour moi. Donc du coup, j'ai réduit pas mal la taille des groupes. Je fais des groupes de 8 généralement. Ou des plus gros stages avec des groupes de 25, voilà. Mais j'en fais beaucoup moins. Et en fait, moi, plus je réduis la taille des groupes, plus c'est difficile pour moi, en fait, hein, tout simplement. Donc je travaille sur moi au passage, hein, c'est de l'intérêt. Toujours. Oui, parce qu'en fait, je suis assez gourmand. Pour moi, chaque fois que j'obtiens quelque chose, si tu veux, c'est comme si c'était l'ouverture vers encore plus de jouissance possible, de puissance. Mais pour moi, la puissance et la jouissance, c'est la même chose.
Et c'est pas le pouvoir sur les autres, hein, c'est le pouvoir de réaliser sa vie. Mhm. Tu vois, pour moi, la puissance n'a peut-être pas la même définition. Ah si, C'est pas si, tout un à fait. pouvoir de Non, non, puissance, hein, c'est un pouvoir de se réaliser. Oui, Tu vois. mais j'entends. Oui, parce que J'entends. puissance dit comme ça, t'as l'impression que ça peut être dire je veux bouffer les autres, quoi. Non, pas du tout, Pour ouais. moi, c'est ça. Donc c'est une relation égoïque, en fait, mais pas du tout. Mais quelque part aussi, oui, puisque c'est être capable d'exprimer clairement ce qu'on est vu incarner. Ouais, ce Donc qu'on est poser venu faire. complètement l'humain. Mm. Tu sais, quand tu perçois un Et peu pourquoi plus... il y a des destins ou des incarnations différentes alors qu'on vient tous de la source? Ben, si tu veux, le problème, c'est que moi, des fois, ça m'arrive. C'est ça aussi qui est un peu où il faut avoir les pieds bien sur terre et accrochés, hein. C'est d'un coup, je réalise que tant le film, il a commencé depuis 3 minutes. Je suis dans une... Tu vois, je me vois le matin avec mon fils et je m'aperçois, il y a une part de moi qui sait que tant mon fils, il vient d'apparaître il y a 2 secondes. Que tant il n'était pas dans l'histoire juste avant. Tu vois, le petit souci quand tu commences à avoir des perceptions aussi puissantes, c'est qu'à un moment, tu perçois que le temps n'est pas linéaire, que en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on vit dans le présent, et que le passé et le futur sont que des constructions qui changent de forme tout le temps. D'accord. Et donc, Donc on peut construire une réalité hyper rapidement et simplement. c'est ce qu'on fait tout le temps en réalité, hein. C'est juste que c'est pas conscient, on l'a subi. Donc pour les gens qui ont des problèmes de santé graves, ils peuvent Ça peut se changer résoudre, oui. Mais en même temps, il faut aussi voir à quoi sert le problème de santé. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une maladie, ça a plein de bénéfices secondaires. Et entre autres, c'est aussi une manière d'évoluer pour la personne. Bien sûr, oui. Donc, comme une maladie, c'est une source d'évolution, soit elle la remplace par une expérience, soit elle la remplace par du subtil. Mais des fois, la meilleure solution, ça va être posé par la maladie. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société judéo-chrétienne où la victimisation est toute puissante. Et donc, c'est pour ça que souvent, les gens, inconsciemment, ça va être la seule manière qu'ils vont avoir de s'exprimer. Tu vois, par exemple, tu n'as pas envie d'aller bosser un matin, tu es employé dans une entreprise, tu peux pas aller voir le patron en disant, écoutez patron, moi je le sens pas, je reviens dans un mois, puis voilà, hein, et on se serre la main. Par contre, tu as le droit de poser un arrêt maladie, tu vois. Donc le problème il est là, c'est que dans notre société, c'est une source de puissance. Du coup, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est la seule quasiment qui est autorisée. C'est le seul fois où on t'autorise à t'occuper de toi, hein. C'est quand tu es malade ou quand tu es blessé, hein. Donc c'est très difficile du coup de sortir de ce fonctionnement. Les gens n'osent pas se valider en dehors de cette logique-là. Oui, parce que quand les gens disent ben, j'ai pris un an de congé pour faire d'autres expériences ou m'écouter ou prendre du temps pour moi, c'est vrai que c'est pas bien vu. C'est pas très bien vu. Pire encore, c'est avec les parents, ça passe pas du tout généralement, hein. J'ai une fille justement de 15 ans qui est ado et qui m'a exprimé ça nettement et qui m'a dit mais pourquoi je dois décider au moment du bac, pourquoi je pourrais pas aller faire une expérience en Australie ou à l'étranger pour rencontrer les gens, faire des petits boulots et voir ce que j'ai vraiment envie d'être après. Et c'est vrai que le système ne propose pas Eh oui. Alors qu'en fait, elle a parfaitement raison, hein. Normalement, l'adolescent, il doit prendre son baluchon et aller visiter le monde, hein. Et oui, c'est ce qu'elle m'a exprimé très Ben, clairement. elle a parfaitement raison. Le problème, c'est que justement, notre société fait des moutons en castrant, en coupant le deuxième chakra, hein. On laisse pas les adolescents visiter le monde et s'y confronter alors que c'est leur rôle. Du coup, on les met dans des salles de classe, on essaie de les faire passer directement au troisième chakra, donc leur place dans la société. En gros, on leur dit directement qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Eux, ils se connaissent pas, donc qu'est-ce que tu veux. Pour ça, moi, j'ai plein de gens à 40 balais, ils te posent la question qu'est-ce que je suis venu faire. Ben, ça, c'était à 12 ans qu'il fallait le trouver. Donc, oui. Adolescent, hein. Oui. Donc l'adolescence n'est pas vécue dans notre société. En fait, elle est castrée. Elle est castrée parce que le petit souci, c'est que si tu laissais les gens vivre leur deuxième chakra, donc leur sexualité et leur liberté, c'est la même chose. Donc en fait, comme on est dans une société qui a tendance à vouloir faire des moutons, eh ben, tu sais, si tu veux que les chats ils partent pas le soir, tu leur coupes les couilles, hein, ils restent devant la télé. Voilà, de toute façon, c'est aussi simple que ça. Tu as un franc-parler direct. Et oui, mais c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe. Donc en fait, les gens, on leur coupe, on les coupe, quoi. Vraiment, c'est castré. Tout le monde est castré. Parce que si en fait, si on ne l'était pas, aucune autorité ne pourrait s'opposer à nous, si tu veux. C'est pour ça que ça n'intéresse aucun système. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui trouvent l'éveil et qui, par rapport à avant, est-ce que parce qu'on a plus de moyens de communication modernes qu'on se rend compte et qu'on se rend compte et qu'on se rencontre et qu'on se parle et qu'on s'échange ou qu'est-ce qui se passe dans un autre phénomène selon ton expérience?
Ben, si tu veux, en fait, l'univers a des cycles. Il fonctionne en cycle. Jour-nuit, automne, hiver, printemps, été. Là, on finit un cycle, on en démarre un autre. Là, on est au début d'un autre cycle, en fait, maintenant. Tu veux voir le changement de cycle, il est très simple, hein. C'est même physique, hein. On est passé dans l'ère de la communication. Tu regardes l'arrivée d'Internet physiquement, et avec Internet, les téléphones portables, les machins, tout arrive en même temps. C'est le moment où on est passé complètement dans l'ère de l'information. Et après, le changement, le fait de pouvoir s'adapter à cette énergie, ça, l'humanité en a pour 300 ans au moins, parce que c'est très difficile, ça fonctionne pas du tout comme l'ancien cycle. Pour qu'elle apprenne à communiquer avec tout son état d'être, toute sa capacité. C'est pire que ça, c'est changer complètement de fonctionnement. Parce que si tu veux, le premier cycle était basé sur une logique de premier chakra. Pour moi, hein, si je devais le définir, hein, parce que c'est une manière de le définir. Donc une logique d'ego, une logique de manque et d'excès, de conflit, de guerre, de machin. Là, on rentre dans une logique de deuxième chakra, qui est une logique de création. Donc en fait, l'humain de demain est un créateur de monde, hein, ce ne sera pas quelqu'un qui va subir le monde. Si tu veux, le premier cycle, c'était vraiment les gens subissaient le monde. Nous, on est entre deux états, c'est-à-dire qu'on a été éduqués dans un monde qu'on subissait, et on commence à reprendre notre monde en main pour voir qu'on peut le créer comme on veut. C'est vraiment ça, c'est la génération thérapie, si tu veux. On a validé le système ancestral, et maintenant on essaie de changer. Les enfants qui arrivent aujourd'hui, ceux qui ont moins de 4-5 ans, eux, ils sont directement dans le nouveau système, c'est-à-dire qu'ils ne valident pas les ancêtres. En gros, dès que tu essaies de leur balancer des comportements ancestraux, tu te les reprends dans la gueule direct, hein, les 3/4 du temps. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à fonctionner avec les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne fonctionnent pas avec la même éducation que nous. Ça ne peut pas marcher, notre système. Voilà. Donc il y a vraiment un changement de cycle, et c'est un peu le printemps, si tu veux. Maintenant, si je te mets en question d'heure, imagine quand c'est 3 heures du matin, tout le monde dort. S'il y en a un qui est réveillé et qui sonne du clairon, il se fait bouffer par les autres. Oui. Ouais, ça, c'est les anciens éveillés. Aujourd'hui, c'est 6 heures du mat, tu peux jouer du clairon tant que tu veux. Tout le monde a la tête dans le cul, mais tout le monde se réveille. La tête dans le cul, c'est que tout le monde mélange encore, tu vois. Les gens qui ont des perceptions mélangent encore plein de choses. Ils mélangent en fait ce qui est leur construction. Et donc, quand je dis ils ont la tête dans le cul, ils mélangent encore les rêves de la nuit et ce qui va se passer dans la journée. Mais quand même, les gens, ils se réveillent, donc tu peux sonner du clairon si tu veux à 6 heures du mat. Donc c'est pour ça que les gens, en fait, aujourd'hui se réveillent, c'est parce que c'est 6 heures du mat. Je t'ai à peu près résumé, c'est une question de cycle, tu vois. Ouais, c'est très bien imagé, c'est très intéressant. Ah, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Moi, dans une forêt, hein, c'est une forêt qui m'a donné cette information, d'ailleurs, sur les cycles naturels, ces cycles naturels des choses. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas une course, c'est pas une récompense, c'est pas de l'élitisme. C'est juste, ça se fait un moment. Mais oui, parce que ça, c'est enfermant aussi, l'élitisme, en faisant croire aux gens qu'ils appartiennent. Faut comprendre que dans l'ancien temps, il fallait bien... Tu es obligé de parler aux gens dans leur langue, si tu veux. Et oui. Dans l'ancien temps, on était obligé de poser de l'élitisme parce que les gens, même s'ils s'éveillaient et percevaient cette unité, ils étaient obligés de poser un côté élitiste, sinon ça passait pas. L'information n'était pas comprise. Aujourd'hui, on peut commencer à poser une information un peu plus ouverte que ça. Mais c'est juste parler la langue de l'autre, hein, c'est tout. Hein. Le petit souci, c'est que cette expérience est sans forme, et ensuite, quand tu lui donnes une forme, il faut bien que tu la formules dans le monde où tu es, avec un langage que les autres peuvent à peu près comprendre. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, forcément, tu es obligé de parler la langue des gens que tu as en face de toi. Quand c'est des bourrins qui se mettent sur la gueule, comme il y a 2000 ans, et qui pensent qu'à s'entretuer, forcément, ça va pas être le même discours. Il y en a encore, hein, quand même. Il y en a encore beaucoup sur cette planète. T'imagines pas, hein, tu veux te brancher 2000 ans en arrière pour voir comment c'était. Oui. C'est là que tu vois ce que c'est la loi du plus fort, quoi. Aujourd'hui, si tu veux, on est très loin de ça. Tu n'imagines pas l'enracinement qu'avaient nos ancêtres. Hein. Ils avaient un enracinement beaucoup plus puissant que le nôtre. Donc une logique de survie bien plus puissante. Donc quand tu vas dans les lieux, tu as plein de lieux où tu as encore des constructions de chamans de l'ancien temps. C'est pas fait pour les gens d'aujourd'hui, hein. C'est fait pour des gens qui sont des bourrins, quoi. Qui ont un bas très puissant, mais le haut, des fois, tu te demandes s'il y a une parabole. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens sont plus ouverts. Plein de choses, tu vois. Moi, il y a 20 ans, quand je regardais les informations, que je voyais que 98% des infos, c'est de la désinformation. De toute façon, on t'allume un feu à droite pour tous les moutons à gauche. Hein. J'étais le seul à le voir, alors ça m'énervait. Et là, les gens s'en aperçoivent maintenant. Tout le monde s'en aperçoit. Tu vois, tu as peut-être 50%, 60% des gens qui voient bien qu'on les prend pour des cons. Les gens ont plus de clarté d'esprit. Et en fait, il ne faut pas croire, la société où on est aujourd'hui, les politiques et tout ça, ils se permettent vachement moins de choses qu'il y a 20 ans. Hein. T'imagines pas, hein, parce que
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on voit tout. Il suffit qu'il y ait un couillon avec un téléphone et puis c'est réglé, quoi. Hein. Tu fais un truc et t'es direct sur YouTube. Oui, c'est clair. La vérité éclate. Ben, c'est vérité et pas vérité, parce qu'en Oui. même tu vois, les militaires, ils ont bien compris depuis longtemps. Hein. Quand il y a une pièce en or que tu veux cacher, toi, ça, c'est le système militaire, il est très simple. Tu la mets sur la table. Si tu la caches, il y a toujours quelqu'un qui va la trouver. Donc, c'est pas la solution. Tu la mets sur la table et tu mets 9 pièces en plastique autour. Ensuite, tu montres à tout le monde que les pièces sont en plastique. Et après, c'est baisé. Tout le monde y croit que tout est en plastique et c'est réglé. C'est les techniques classiques de désinformation. Donc Internet, c'est beaucoup ça aujourd'hui. Il y a énormément de désinformation qui sont entre autres lancées par les FBI et tout ça. Hein. Depuis la guerre froide, ils maîtrisent parfaitement ce genre de trucs. Donc il faut faire le tri aussi dans ce qu'il y a sur Internet. Voilà. Merci Christophe pour cet échange et ce partage et ton parcours. Pour te contacter, tu as un site internet, Christophe ? Voilà, ben, c'est Esprit de la forêt. Donc, alors j'avais un ancien site où je décrivais mes expériences, donc plutôt en ouverture du haut, qui était évolution spirituelle. Et là, mon nouveau site, c'est plutôt l'expérience du bas. Donc, c'est le travail avec les gens en forêt. Pour moi, c'est un travail vraiment sur l'humain, sur la société où on est, sur l'ici et maintenant, sur le monde où on est. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.